Donc, merci beaucoup à Scarlett Reliquet de m'avoir accueilli ici et merci à toute l'équipe du musée d'Orsay et aussi tous ceux qui sont impliqués dans cette exposition magnifique Picasso bleu et rose qui m'ont donné la possibilité donc, de m'exprimer ici devant vous. Et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, cet après-midi. Donc, je vais parler des conditions dans lesquelles Picasso a vécu pendant ses premières années à Paris, voir comment il a représenté la ville et ses habitants, et comment les circonstances de sa vie à Paris ont marqué et orienté l'œuvre du jeune Picasso. Alors, je vais présenter cela en ordre chronologique afin de créer un récit, si vous voulez, illustré donc d'images que je pourrais commenter et pour que vous ayez aussi le plaisir des yeux. Et puis, bon, je vais parler de bistrot, de cabaret, de cirque, de promenade dans Paris, de Parisiens, de Parisiennes. Mais il ne faut pas oublier qu'avec Picasso, ce qui comptait le plus, c'était le travail. Sa compagne au bateau Lavoir, Fernande Olivier, disait que Picasso et ses amis poètes au bateau Lavoir, leur façon de se saluer habituellement, c'était « Comment va le travail ?» Donc, on va voir un peu la ville de Paris, mais je vous montre les images parce que les images, c'est aussi les tableaux, c'est le travail de Picasso et c'est cela qui compte le plus pour lui. Donc, c'est l'histoire d'un jeune Espagnol d'Andalousie qui découvre Paris et c'est aussi l'histoire, je pense, d'une intégration en quelque sorte et d'une identité et d'un destin qui s'affirme. Et nous irons donc de 1900 jusqu'en 1905, jusqu'à la frontière de 1906. Donc pour commencer, je vais vous montrer un tableau des séjours dont nous allons parler. Il arrive avant le 25 octobre. Le 25 octobre, il aura 19 ans. Et on sait qu'il est là avant. Donc il arrive à l'âge de 18 ans et il va rester jusqu'à Noël. Il va rentrer dans sa famille à Barcelone pour Noël. Après, il reviendra quelques mois plus tard, fin mai 1901, et il restera jusqu'à début janvier 1902. Ce séjour est important parce que pendant cette période, il a une grande exposition chez un marchand d'art important, Ambroise Vollard. Donc sa première exposition à Paris. Puis il revient en octobre 1902, après plusieurs mois en Espagne, et là, il n'est resté que pour une courte période, assez courte, et c'était peut-être le moment le plus dur de sa vie. Il a vécu très difficilement pendant ce séjour-là. Finalement, la première visite était une visite de repérage, deuxième visite, belle exposition, troisième visite, il aurait pu imaginer ce serait la conquête de Paris, mais en fait, il était vraiment en difficulté matérielle et autres. Donc, il rentre en Espagne pour une assez longue période et ce n'était pas du tout sûr qu'il quitterait à nouveau l'Espagne. Mais en fait, mi-avril 1904, il revient à Paris et c'est cela qu'il arrive au bateau Lavoir, ce lieu légendaire dans Montmartre. Et à partir de là, les choses vont mieux et il s'établit définitivement en France et il restera au bateau Lavoir jusqu'à l'automne 1909. Donc, je commence quand même à Barcelone, dans ce bistrot Quatre Gats. Et c'est une affiche d'un peintre qui s'appelle Casas,
ami de Picasso, mais de la génération précédente. Et je commence là parce que les amis de Picasso au bistrot Quatre Gatz avaient déjà habité Paris dans les années 1890. Et le père Roméo, qu'on voit là, qui est le gérant, le patron de ce bistrot, a voulu fonder un café à Barcelone qui serait un peu comme le Chat Noir à Paris. Parce qu'à Barcelone, il n'y avait pas de cabaret artistique équivalent. Et donc, il a trouvé deux cofondateurs, deux peintres, Ramon Casas et Santiago Rusiñol. Et ces trois personnes avaient habité ensemble dans les années 1890-1891 au Moulin de la Galette même. Et Rusiñol et Casas avaient beaucoup peint le Moulin de la Galette. Et donc Picasso fréquente, quand il est étudiant aux Beaux-Arts à Barcelone, et puis après quand il quitte les Beaux-Arts pour devenir freelance en quelque sorte, il échappe aux Beaux-Arts, il fréquente beaucoup le bistrot des Quatre Gatz, il crée un menu et une affiche pour les Quatre Gatz, et il a beaucoup entendu parler de Paris, surtout par Rusiñol et Casas, mais aussi notre ami Miquel Utrillo, qui était plutôt écrivain. Et donc, il avait déjà une certaine idée de Paris, des Parisiennes, mais aussi de Paris en tant que lieu où l'on pouvait s'exprimer librement, peindre comme on voulait, faire de l'art, vivre comme on voulait. Et c'est cela qui l'a attiré vers Paris. Après, il a dit que si Cézanne, par exemple, avait travaillé à Barcelone, en Espagne, il aurait été brûlé par l'Inquisition. Donc, pour lui, il allait vers un lieu de liberté. Donc, Picasso part en octobre 1900, à l'âge de 18 ans, quittant l'Espagne pour la première fois, avec son ami Carles Casagemas. Voici un portrait qu'il a fait de Casagemas quand ils étaient à Barcelone ensemble, c'était de proches amis. Et on voit déjà que Picasso est en révolte en quelque sorte contre sa formation académique dans les écoles de beaux-arts qu'il avait fréquentées, mais aussi sous la tutelle de son père, qui était professeur aux beaux-arts. Et il signe P. Ruiz Picasso. Ruiz, c'est le nom de son père. Picasso, c'est le nom de sa mère. Picasso, c'est un nom italien. Sa famille était d'origine génoise. Et donc, Picasso inclut le nom de ses deux parents dans sa signature à ce moment-là. Et par la forme du dessin, la liberté du trait, ce côté caricature, Baudelaire disait que la caricature, c'est l'argot du dessin. Et donc, il y a un côté populaire dans ce genre de dessin qui est anti-académique. Et aussi du côté matériel, ce mélange d'encre, de peinture à l'essence et de pastel sur papier. Déjà, il fait des expériences avec la matière même de la peinture. Donc, ils prennent le train pour Paris et c'est ici même, au musée d'Orsay, gare toute neuve, ouverte en 1900. C'est là qu'ils arrivent et qu'ils mettent pied sur terre, sur le sol français, pour la première fois dans cet immeuble même. D'abord, ils se dirigent à Montparnasse, au numéro 9 de la rue Campagne Première. Et ils vont là parce que c'est à l'invitation d'un ami catalan, encore de la génération précédente, et qui a un atelier là.
et qui les reçoit. Il s'appelle Sébastien Junian, donc c'est un Catalan. 15 ans de plus que Picasso. Et lui, il sait qu'il y a un atelier de libre, là, à Montparnasse. Et donc, Picasso et Casagemas, ils payent une avance au propriétaire, ils occupent un atelier ici dans cet immeuble qui, depuis, a été démoli. Mais ils ne restent pas très longtemps parce qu'ils apprennent qu'il y a un atelier de libre à Montmartre, au 49 rue Gabriel. Il y a une petite plaque, maintenant, si vous allez voir, qui commémore le séjour de Picasso dans ce lieu. Et vous voyez en haut, là, c'est un bel atelier au-dessus de la ville. Et donc, ça, c'est une photo de cette époque. Et ils ont pu récupérer une partie de l'avance qu'ils avaient payée. Et donc, ils s'installent là, sur les hauteurs de Montmartre, parce que Nonel, il quittait cet atelier. Et Casagemas s'installe avec Picasso, parce que Casagemas, qui était en fait poète, a décidé qu'il veut aussi être peintre. Et dans l'exposition, ici en ce moment, vous pouvez voir une des œuvres de Casagemas. Cela s'appelle Casa de Cites, ça veut dire en fait maison de rendez-vous, c'est une maison close. Et on sait que Casagemas et Picasso à partir de l'âge de 16 ans à Barcelone, fréquentaient déjà les maisons closes. 10 ou 15 jours après l'arrivée de Casagemas et de Picasso à Montmartre, arrive un troisième larron, leur ami Manuel Palares. Il arrive de Barcelone. Et Picasso, qui est donc à Paris déjà depuis 10-15 jours, fait le guide. Il connaît Paris maintenant. Donc, il montre Paris à Palares. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre les grands monuments. On voit la Tour Eiffel, on voit Notre-Dame. Et puis, bien sûr, voilà 3 sirènes qui tendent, sirènes de la Seine, qui tendent le bras vers les 2 beaux Espagnols. Et en très peu de temps, en fait, donc Palares s'installe dans l'atelier avec les 2 autres, et en très peu de temps, ils ont 3 colocataires, 3 femmes. Ce sont 3 modèles qui s'appellent Germaine et sa sœur Antoinette. Germaine et Antoinette s'appellent Gargalo, viennent de la famille Gargalo, et elles parlent espagnol. Et arrive aussi leur copine Odette. Et donc, il y a 6 personnes dans cet atelier. C'est un bel atelier, mais il y a 6 personnes. Casagemas, qui a 5 ans de plus que Picasso, quand il arrive, il met un peu d'ordre, il organise la vie, il a établi un horaire, tranche horaire pour les différentes activités, pour que tout le monde travaille bien, pour qu'on fasse le ménage, ou que les femmes fassent le ménage, en fait, etc. Casagemas s'éprend de Germaine. Picasso se met en couple avec Odette. Picasso est... il faut savoir qu'à cette époque-là, Montmartre était vraiment considéré comme un lieu un peu à part. Jusqu'en 1860, Montmartre a été séparé de Paris par un mur. Vous voyez là, c'est le mur des Fédérés qui a été démoli, si je ne me trompe, en 1860. Et le mur des Fédérés était ponctué de points de passage qu'on appelait des barrières. Et à chaque barrière, il y avait un poste d'octroi, comme cela. Et donc, si on voulait entrer dans Paris, il fallait payer une taxe. Si on transportait de la farine, du vin, d'autres produits, on payait une taxe. Et au-delà donc, de ce mur, là, on est dans Paris, la photo est prise depuis le territoire parisien, on entrait dans une zone duty-free.
Et cela fait qu'autour de chacune de ces barrières se sont établis de très nombreux bars, gaguettes, restaurants, lieux de divertissement. Et donc, à cette époque-là, les Parisiennes venaient à Montmartre pour sortir de Paris, pour respirer le bon air de Montmartre, c'est un peu la campagne à Paris, mais aussi parce que il y avait beaucoup de lieux de divertissement et tout était moins cher. Et comme Picasso arrive à Montmartre en 1900, Montmartre a toujours un peu cette atmosphère. C'est toujours un lieu de bohème, un lieu de divertissement, et c'est toujours moins cher qu'à Paris. Et donc, Picasso, il suit un peu la trace de ses aînés, Cassas, Utrillo, et l'autre peintre dont je parlais, Rossignol, voilà, qui connaissait bien ce quartier, qui avait toujours habité ce quartier. Le frère de Van Gogh habitait là, dans la rue Le Pic, et donc Van Gogh avait habité là, avait peint aussi le Moulin de la Galette. Et c'était aussi un lieu de liberté. Et donc, Picasso s'installe là, mais il est aussi au-dessus de la ville de Paris, en quelque sorte. Il s'installe en hauteur. Et donc, je pense qu'il est aussi... Il se situe en tant qu'Espagnol, avec ses amis espagnols, en marge de Paris. Ils ont choisi une situation marginale, mais aussi au-dessus de la ville. Et donc, il se trouve un petit peu comme Rastignac à la fin du Père Goriot. Paris, c'est un pays à conquérir. Et lui, il est sur une hauteur où les loyers sont bas, et on peut vivre, les restaurants font crédit, mais aussi, il a vu sur Paris. À Paris, il y a aussi le Maquis. À Montmartre, il y a aussi le Maquis. Le Maquis, c'était un lieu qui était sur le versant nord de la butte, et donc c'était à 10 minutes à pied depuis l'atelier de la rue Gabriel. Et le Maquis, c'était un pays de chiffonniers, de marchands ambulants, de petits artisans, de petits fermiers, comme on voit dans cette image, d'excentriques, et il y avait des apaches, des hors-la-loi, des voyous aussi. Et donc, c'était le lieu le moins cher de Paris. C'était un bidonville, en fait, mais avec des gens installés là en permanence, et qui étaient menacés par... la haussmannisation, disons, de Paris. Mais en 1900, c'était toujours en place. Et Picasso, quand il fait une peinture, quand il arrive, il fait une peinture de lui-même avec ses amis catalans. On voit ici un grand peintre qui s'appelait Pichot. Il y a Magnac, qui était une sorte de courtier en art. Et donc, Picasso, comme il était un homme d'affaires, Picasso lui donne un improbable chapeau haut de forme. Et il est en costume. Ici, c'est Casagemas, toujours pâle et un peu triste, en fait. Ici, c'est Picasso. Et ici, moi, je pense que c'est Palarès. D'autres personnes disent que c'est quelque d'autre, mais moi, je pense que c'est Palarès. Et ils sont derrière le Moulin de la Galette, vous voyez, le Sacré-Cœur qui est toujours en construction, ne sera terminé qu'en 1912 et vers la gauche. Et donc, c'est un terrain vague dans le Maquis. Et donc, Picasso, quand il représente sa bande, la bande à Picasso, qui est une bande catalane à cette époque-là, les situe sur un terrain vague dans le Maquis, et donc vraiment en marge parmi les chiffonniers, les petits artisans et les apaches. Donc, avec Casagemas et Palarès, ils font le tour des bistrots, de ce qui est devenu, après la démolition du mur, du boulevard Clichy et du boulevard Rochechouart. Là où il y avait
il se trouve que là où il y avait les barrières, les points de passage, c'est là où se trouve maintenant la place Pigalle, la place Blanche, la place Clichy. Donc ce sont devenus des carrefours et des centres de bistrot et de divertissement. Donc ils vont visiter le cabaret des Quatre Tsars, le cabaret d'Aristide Bruant, le Amour, le cabaret de l'Enfer, le cabaret du Ciel, etc. Mais ils ne sont pas très impressionnés. Ils les trouvent un peu poussiéreux. En fait, ce sont des survivants de l'époque précédente, de l'époque de Toulouse-Lautrec. Mais ils existent toujours. Et Picasso et ses amis choisissent en fait de s'installer dans un bistrot qui s'appelait le Zut, où le sol était en terre battue. C'était fréquenté par des anarchistes. Et c'était le premier bistrot de quelqu'un qui s'appelait le père Frédé, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Mais ce bistrot Zut a été fermé par la police à cause de ses mauvaises fréquentations et ses bagarres en 1902. Mais c'était le bistrot préféré de Picasso et ses amis en 1900. Donc, la grande attraction en 1900 et le prétexte pour la venue à Paris de Picasso, c'est évidemment l'exposition universelle. L'exposition universelle à Paris avait toutes sortes de merveilles. Ici, on voit le trottoir roulant. Le trottoir roulant tournait tout autour de l'exposition, qui était immense, et était considéré comme un miracle du siècle. Derrière, on voit, c'est le pavillon italien, donc assez spectaculaire. Il y avait le palais de l'électricité, qui confirmait la réputation de Paris comme ville lumière, n'est-ce pas? Mais il se trouve qu'une des grandes attractions sur la rive droite, c'était une reconstruction, un peu Disney en fait, du vieux Paris. C'était un peu la mauvaise conscience de Paris et de la France, moi je pense, pour tout ce qu'on avait cassé pour construire les grands boulevards de Haussmann, tous les quartiers médiévaux, les quartiers populaires qu'on avait détruits. Mais ce quartier, cette partie de l'exposition universelle a eu beaucoup de succès. Bon, dans une lettre datée de fin octobre, Casagemas et Picasso écrivent à un ami à Barcelone, Ramon Roventos, et ils lui disent qu'ils ne sont toujours pas allés voir l'exposition universelle qui va fermer très bientôt. L'exposition fermera ses portes le 13 novembre. Et donc ils disent assez fièrement, ils ne sont pas allés voir l'exposition. La seule chose qu'ils sont allés voir, ce sont les expositions de peinture. Ils passent sous silence une chose importante, c'est que dans ces expositions de peinture, Picasso figure parmi les artistes qui représentent l'Espagne. Donc à l'âge de 18 ans, Picasso a été choisi parmi les 25 peintres qui représentent l'Espagne à l'exposition universelle. C'était quand même quelque chose de... C'était un exploit, c'était montrer qu'il avait quand même déjà une réputation. Donc l'exposition, la peinture est représentée et présentée à l'exposition universelle, surtout au Petit Palais et au Grand Palais. Au Petit Palais, il y a une exposition d'art français du 19e siècle, allant du début du 19e siècle jusqu'en 1895. Et là, au Petit Palais, donc, qui est tout neuf, le Grand Palais et le Petit Palais viennent de s'ouvrir, Picasso et ses amis ont pu voir des œuvres de Courbet, de Daumier, de Puvis de Chavannes, des impressionnistes et, très important, 12 œuvres de Manet, y compris Le Déjeuner sur l'herbe et Le bar aux Folies Bergères. Au Grand Palais, ils ont pu voir cette exposition, l'exposition décennale des Beaux-Arts, c'est-à-dire l'art contemporain, l'art des 10 dernières années. Et ça, c'était au Grand Palais. Donc ici, j'ai extrait d'un plan de l'exposition universelle, un plan
du Grand Palais. Les biographes de Picasso parlent souvent de sa visite au pavillon espagnol. Mais il n'est pas allé au pavillon espagnol. Il n'y avait pas de peinture au pavillon espagnol. Il est allé voir la section espagnole dans l'exposition de peinture contemporaine au Grand Palais. Et donc, on voit ici, ça ne marche pas très bien ce pointeur. Ah, ça ne marche plus, il n'y a plus de pile. Donc, j'en ai un de réchange. J'ai tout prévu. Donc, si vous regardez bien, vous voyez, bon, il y a la partie art française, ici. Il y a les pays d'Europe, la Russie, l'Allemagne, et puis ici, l'Espagne. Donc, Picasso était représenté dans cet espace-là. Et dans le catalogue, on trouve... Bon, Casals était représenté, on dit aussi, les biographes et les spécialistes disent parfois que les artistes catalans étaient fâchés parce qu'ils n'étaient pas représentés pour des raisons politiques. C'était Madrid qui avait choisi tous les artistes. Mais en fait, quand on regarde bien le catalogue, on voit que Casals était présent avec des portraits, que Rossignol était présent avec des jardins de Grenade. Et bon, il y avait un Picasso qui était quand même andalou, mais qui était au numéro 79, représenté par une toile intitulée « Dernier moment ». Donc, pendant très longtemps, on n'a pas su de quel tableau il s'agissait. Ce tableau, Dernier moment, a disparu. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais on a une esquisse préparatoire qui est au Musée Picasso de Barcelone et qui est présentée dans l'exposition ici maintenant. Donc c'est un dessin fascinant et qui est très proche du tableau qu'on a pu identifier maintenant. Et donc, on voit, c'est une œuvre que Picasso a peinte donc à l'âge de 17-18 ans, en 1899. Et on voit que c'est un sujet déjà très traditionnel. C'est un curé qui se tient près du lit d'une dame qui vit ses derniers moments, avec un crucifix, et puis éclairé par une lampe sur une table de chevet avec le tiroir ouvert. C'est donc un tableau un peu morbide même. Picasso, à l'âge de 18 ans, est passé par une période morbide. On pourrait dire qu'avant la période bleue, etc., il a eu une période noire. Mais c'était son père qui lui disait, « Bon, mon fils, pour réussir, il faut faire de grands tableaux, il faut que cela soit réaliste, détaillé, bien léché, donc académique, et que tu traites des sujets conventionnels. » Et donc, il a peint une première communion, il a peint la science et la charité, que vous connaissez peut-être, qui est au musée de Barcelone, où on voit une dame malade entourée d'un côté par un médecin et d'autre côté par une bonne sœur qui lui apporte de la soupe. Ici, c'est un curé, donc, avec une femme malade. Et c'est cela qu'il a présenté, mais c'est comme cela qu'il a été choisi pour représenter l'Espagne, donc ce n'était peut-être pas un mauvais choix. Mais le fait est que Picasso avait déjà exposé ce tableau à Malaga et au Kattegat. Et donc, c'est un tableau qu'il a bien voulu montrer un peu partout. Bon, on a un dessin que Picasso a fait pour commémorer la visite au Grand Palais. Et là, on voit Picasso et ses amis à la sortie de l'exposition universelle. Et ils sont en fait sur la place de la Concorde, devant l'entrée monumentale de l'exposition universelle. Et on voit ici donc Odette, donc la copine. Bon, ils ont l'air assez joyeux, ils sont tous main dans la main, bras dessous, bras dessous. On voit Odette avec Picasso. On voit le grand Ramon Pichot
On voit ici Miquel Utrillo. Donc, lui, c'est la personne la plus âgée dans l'image, donc un écrivain et un peintre établi, et qui a l'air bien joyeux, il lève le pied, il danse. Et ici, c'est Casagemas qui semble danser un peu avec lui quand même. Et puis, avec Casagemas, Germaine, dont il est amoureux. Picasso les montre ensemble, mais moi je trouve qu'il crée une certaine distance entre Germaine et Casagemas. C'est comme si c'est un couple quand même un petit peu mal assorti. Et puis, comment interpréter le regard et le positionnement, le langage du corps de Picasso? Moi, je pense sortant de l'exposition, ayant revu dernier moment, il se dit qu'il ne fait plus ça, que ce n'est plus ce qu'il fait maintenant. Il a laissé derrière lui ce style de peinture. Bon, c'est mon interprétation. Bon, Isidre Nonel, l'artiste qui avait cédé l'atelier de la rue Gabriel à Picasso et son équipe, a fait quelque chose d'autre d'important pour Picasso. Il a présenté à Père Magnac, Petrus Magnac, écrit Picasso. Et Père Magnac, c'était donc ce monsieur en chapeau de forme qu'on a déjà vu dans notre dessin et qui était courtier en art. Et il représentait les artistes espagnols de Paris. Et il allait de galerie en galerie et il prenait 20%. Et dans une de ses lettres, Picasso dit 20%, c'est pas mal en fait. Il trouve que c'est assez généreux. C'est pas trop cher à prendre. Magnac, c'est le fils d'un serrurier de Barcelone, une entreprise de serrurerie. Et il était établi à Paris depuis un certain temps. Il est un peu en rupture avec sa famille. Et donc, il rencontre Picasso. Il prend 3 œuvres de Picasso, 3 pastels, qui sont des scènes espagnoles. Ce sont peut-être des œuvres que Picasso a apportées avec lui depuis Barcelone. 3 celles de Tauromachie. Et Magnac les confie, il les amène rue Victor Massé, qui est juste en bas de Pigalle, à la petite galerie de Madame Berthe Weil. Et elle les achète, ces 3 œuvres. Elle a l'œil. C'est quelqu'un de très astucieuse et de clairvoyante, cette femme. Elle les achète pour 100 francs, les 3. Et très rapidement, elle les revend pour 150 francs, tous les 3, à M. Adolphe Brisson, qui était journaliste, critique d'art, amateur d'art. Et donc Brisson devient le premier collectionneur parisien de Picasso. Berthe Weil, pour sa part, est la première femme à ouvrir une galerie d'art à Paris et elle devient aussi, du coup, la première galeriste à vendre des œuvres de Picasso. Bon, Picasso travaille et il peint dans un autre style. Il a vraiment échappé à cette période morbide. Donc venir à Paris, c'était vraiment aller vers la lumière, se libérer de l'emprise de son père et de tout ce qui lui pesait en fait à Barcelone. Et on voit dans cette très jolie peinture combien il apprécie les couleurs et la vie nocturne de Paris. Et c'est un de ses premiers sujets peints à Paris. Et il choisit, pour commencer, de suivre aussi la trace, marcher sur la trace de Toulouse-Lautrec, qui lui aussi a peint plus d'une fois le divan japonais, qui est un cabaret dans la rue des Martyrs. Et ici, dans l'affiche de Toulouse-Lautrec, on voit Yvette Gilbert, chanteuse, tête coupée, Jane Avril, une danseuse d'origine anglaise, et un critique d'art qui s'appelait Dujardin. Ce qui est intéressant aussi dans
la peinture de Picasso, c'est que, il nous place vraiment dans une loge, avec cette perspective sur la scène et la proximité de cette dame, on est vraiment dans le divan japonais. Aussi, c'est l'apparition chez Picasso de la Commedia dell'arte avec Piero. Et cela sera important pour lui. Par la suite, il peint Piero et danseuse, peut-être au même endroit. Et il réussit à vendre ces deux œuvres ensemble à Emmanuel Virenque, un Espagnol. Il est consul d'Espagne à Paris. Et donc, voilà encore quelqu'un qui compte, quelqu'un d'astucieux et qui compte parmi les premiers collectionneurs de Paris, de Picasso à Paris. Bon, ce n'est pas un Parisien, c'est un Espagnol, donc c'est encore un soutien espagnol, mais voilà un deuxième collectionneur déjà. Et puis, en novembre 1900, Picasso peint son premier chef-d'œuvre parisien, qui est au Guggenheim à New York maintenant, c'est le Moulin de la Galette. Donc le Moulin de la Galette, depuis les années 30, le Moulin de la Galette appartenait à la famille Debré. Et à partir des années 1830, il avait installé une salle de bal, un restaurant et un bar. À l'époque de Picasso, la salle de bal était ouverte 4 soirs par semaine. Et une de ces soirées, c'était assez populaire en fait, mais une de ces soirées, c'était plus cher et plus chic. Et je crois que Picasso, il a choisi ce soir-là comme sujet, apparemment, quand on voit tous ces messieurs habillés comme ils le sont, ou il se peut qu'il ait simplement décidé de peindre comme cela, afin de créer ce contraste entre la lumière artificielle qui éclaire les robes et les visages des femmes, et puis ce mur de personnes habillées de noir, indifférenciées, qui fait fond. Bon, encore une fois, on est vraiment sur place. Il arrive à créer quelque chose de très immédiat en plaçant cette femme toute près de nous, et elle nous interpelle presque. Et ici, on voit la tête de quelqu'un qui regarde comme nous. Et cela aussi associe notre regard et notre présence à ce tableau. Et le sujet du tableau, en fait, c'est le voyeurisme. Ces messieurs se tiennent autour de la piste de danse et regardent les dames. On voit beaucoup d'intimité féminine aussi, des femmes en couple, des femmes qui dansent ensemble. Ici, une femme habillée en homme. Et donc, tout est érotisé. C'est cela qui frappe Picasso quand il vient à Paris, c'est la liberté des femmes, qui se promènent seules, qui sortent seules, qui sont très maquillées. Et donc on sent une sorte de liberté et qui fait penser presque à Kirchner avec ses couleurs, à Berlin. Hein. Bien plus que, par exemple, le modèle, en quelque sorte, de Picasso, le Moulin de la Galette de 1876 d'Auguste Renoir. Alors, Picasso, en fait, il a choisi Renoir comme modèle, mais il fait tout le contraire. Là où Renoir met la table et la chaise et les gens à droite, Picasso les met à gauche. Les danseurs à gauche, les danseurs à droite. Le jour, donc la lumière du jour, les personnes différenciées dans le jardin, qui était important en été, du Moulin de la Galette. On voit tous les personnages différenciés. La nuit, la vie nocturne, et cette masse de personnes qui ne sont pas différenciées au fond. Il y a une innocence chez Renoir qui est confirmée par la présence d'enfants. Si on regarde bien, on voit des enfants.
Chez Picasso, c'est la nuit, c'est même un peu, je ne sais pas si c'est le mot, mais un peu louche, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est beaucoup plus moderne. Donc, il connaît ce modèle, mais il l'inverse et il fait quelque chose de moderne, qui est beaucoup plus percutant, disons, avec une précision dans l'éclairage artificiel qui le fascine. Et en fait, Magnac emmène ce tableau chez Berthe Weil, encore, et Berthe Weil arrive à vendre ce tableau assez rapidement encore, donc ça commence à marcher en quelque sorte pour Picasso, pour 250 francs, à un monsieur Arthur Huc, H-U-C, qui est avocat, journaliste, et qui va, à partir de 1902, devenir directeur d'un journal à Toulouse. C'est un homme du Sud. Il est passionné d'art contemporain. Et donc, Picasso n'oubliera jamais Berthe Weil et comment elle a eu confiance en lui, elle lui a fait confiance, et comment elle l'a aidé. Et c'était une petite femme, elle mesurait 1,50 m, mais qui est devenue la marchande de Picasso, de Matisse, de Modigliani pendant la Grande Guerre. Elle a fait une exposition, elle a présenté une exposition mémorable de Modigliani où certaines toiles ont été enlevées par la police. C'était des nus. Donc une femme courageuse, controversée à l'époque. Et elle a été très, très émue en 1920 quand Picasso l'a invitée à venir poser pour lui. Donc, Picasso rentre à Barcelone pour Noël 1900, et puis il va à Madrid, et en février 1901, il reçoit une lettre qui lui apprend une nouvelle tragique. Son ami Casagemas s'est suicidé. Casagemas s'est suicidé devant Germaine et Antoinette, la sœur de Germaine, et d'autres personnes, le sculpteur Manolo. Il s'est levé. Ce café existe toujours, c'est au 128 boulevard Clichy, ça s'appelle maintenant le Palace Café. Et il s'est levé, il a fait un petit discours, et il s'est tiré une balle dans la tête. Donc, Picasso apprend cette nouvelle, il ne réagit pas. La famille de Casagemas organise une cérémonie religieuse à Barcelone. Picasso ne se déplace pas. Il retourne à Paris fin mai 1901. Et à ce moment-là, il emménage avec Magnac, donc avec son manager en quelque sorte. Et Magnac lui propose un contrat à 250 francs par mois garanti. Il s'installe avec Magnac au numéro 130 du boulevard de Clichy. Donc Casagemas s'était suicidé au 128. Donc c'est juste à côté du lieu du suicide. Et c'est dans l'atelier où travaillait Casagemas avec Palares. Et donc il récupère cet atelier quand Palares retourne à Barcelone. Et donc c'est assez étonnant comme situation. Picasso a peint un peu plus tard dans l'année, donc c'est déjà un peu bleu, sa chambre dans cet atelier qui était l'atelier de Casagemas. Donc on voit qu'il peint une femme qui fait sa toilette, ça c'est un peu un sujet de Degas. Et sur le mur, il possède une affiche de Toulouse-Lautrec. C'est May Milton, une danseuse, encore une anglaise. Il y a beaucoup de danseuses anglaises toujours à Paris. Et les danseuses du Moulin Rouge, ce sont des anglaises, parce que les anglaises sont grandes. J'ai fait une enquête là-dessus. Et donc, voilà. Et ici, c'est un petit tableau qu'il a peint dans cet atelier même, et c'est dédicacé, c'est signé Picasso à Germaine. Germaine,
une fois Picasso de retour à Paris, est devenue la maîtresse de Picasso. Donc celle pour laquelle Casagemas s'était suicidé. C'est quand même un très joli portrait, n'est-ce pas? Donc Picasso va s'essayer à l'impressionnisme. Il a vu cela au musée du Luxembourg et puis à l'exposition universelle. Il fait quelque chose de la fenêtre de son atelier, c'est le boulevard de Clichy, juste pour montrer qu'il sait le faire, dans le style de Camille Pissarro. Mais aussi, bon, il savait que l'impressionnisme, ça se vendait bien. Père Magnac, donc son manager maintenant, entre-temps l'a présenté à Ambroise Vollard. Et Vollard, impressionné par Picasso, lui dit « Bon, je vais vous faire une exposition ». Donc, bon, Vollard, c'était très important. Il avait été le galériste de Cézanne, de Gauguin et de Van Gogh, aussi de Mayol. Donc, c'était quelqu'un qui avait, dans la cave de sa galerie, il avait une collection incroyable. Et donc, pour Picasso, d'être adopté par Vollard, c'était très important. Et ça lui a donné accès aussi au fond de Vollard. Donc, il a pu voir tous ces Cézanne, etc. Donc, aussi, la galerie de Vollard, c'était sur les grands boulevards. C'était 6 rue Laffitte, tout près des grands boulevards. Donc, c'était sortir de Pigalle et de Montmartre, entrer dans ce lieu plus chic. Et donc, c'est une exposition où Picasso partage l'affiche avec un peintre basque qui s'appelle Iturino. Le vernissage aura lieu le 24 juin. Et dans l'espace restreint de la galerie, Picasso réussira à montrer 65 tableaux récents, accrochés sans cadre, les uns au-dessus des autres, presque jusqu'au plafond, ou présentés sans même des châssis, dans des portefeuilles. Certaines des œuvres exposées avaient déjà été vendues avant le vernissage. Par exemple, cette image qui figure dans le catalogue, on sait que c'était dans l'exposition, avait déjà été achetée. Donc ça s'appelle La Bête. Il y a un côté un peu, c'est très espagnol par ses couleurs. Il y a un côté Zola. Picasso fait un portrait de Zola en 1900. Et cette image a été achetée par Käthe Kollwitz. On ne sait pas comment, mais Käthe Kollwitz, c'est un des artistes les plus importants en Allemagne du XXe siècle. Et donc, elle figure aussi parmi, elle est berlinoise, et elle figure parmi les premiers acheteurs donc, de Picasso. Et elle était la première artiste du monde, hors l'Espagne, à acheter une œuvre de Picasso. Donc, pour arriver à 65 œuvres pour cette exposition, Picasso a dû travailler très vite. Il a surtout travaillé sur carton, peinture à l'huile sur carton, parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des toiles. Il a peint jusqu'à 3 œuvres par jour pendant la période qui a précédé l'exposition. Pour trouver des sujets, il est allé comme Degas aux courses, mais lui, il peint les dames habillées pour les courses. Là, c'est à Longchamp. Il va aussi aux courses d'Auteuil, même sujet. Il a fait aussi 6 bouquets de fleurs pour cette exposition. 2 de ces bouquets ont été achetés par Madame Besnard. Madame Besnard, c'était la femme d'un peintre célèbre à l'époque, Albert Besnard. Et puis, 2 de ces bouquets de fleurs ont été vendus à des clients anglais, apparemment. Mais surtout, il continue de privilégier la vie nocturne de la capitale. Voici Margot, peinture qui s'appelle aussi L'attente, qui est présente dans cette exposition. Encore, une femme seule, vêtue de rouge, et c'est la couleur de Marie-Madeleine dans la peinture, dans l'iconographie religieuse, la sainte prostituée.
Et Picasso impose au spectateur un rapport intense avec Margot. Nous la voyons en gros plan, on est assis à la même table qu'elle. Le positionnement de ses bras la protège instinctivement de notre proximité. Mais elle nous regarde droit dans les yeux, n'est-ce pas, avec son regard intelligent, un peu félin. Et elle est entourée de lumière. La table est sombre, mais voilà derrière la vie nocturne de Paris. Et par la proximité, je trouve que quelle que soit sa profession, Picasso crée une empathie entre nous, le spectateur, et Margot qui attend quelqu'un. Donc on voit les multiples touches très rapides, surtout dans le fond, mais aussi dans la figure éclairée encore par la lumière électrique et très artificielle que l'on voit sur la figure de Margot et que Picasso a emprunté à Toulouse-Lautrec. Là, c'est au Rat Mort, qui était un café célèbre, toujours à l'époque de Picasso, qui était sur la place Pigalle. Picasso s'intéresse aussi à des femmes plus âgées et qui ont connu l'époque de Toulouse-Lautrec et des autres. Donc, il s'intéresse à la maturité féminine. Ce sont des femmes mondaines qui ont connu les cabarets tels le Chat Noir. Donc, il y a cet étonnant tableau qui est dans l'exposition. On voit la rapidité expressionniste du travail de Picasso et puis ce visage poignant, en fait, d'une femme mature et toujours très maquillée. Voici parfois la maturité, c'est l'alcoolisme aussi, des femmes de cette génération. Voici une femme très maigre et qui approche du verre d'absinthe son morceau de sucre. Elle va poser délicatement le morceau de sucre sur la cuillère à absinthe qu'on aperçoit posée sur le verre. Donc déjà, cette peinture préfigure en quelque sorte ces sculptures verre d'absinthe de 1914, sculpture polychrome que Picasso va réaliser. Je trouve cela très touchant comme tableau. On voit la fragilité d'une femme d'un certain âge. Il y a cette femme avenante, souriante, un sourire complice, encore une femme âgée. Et puis cette femme formidable avec un sourire édenté, visage ridé. Mais c'est un survivant. Hein. Elle est chic en fait, elle porte des gants, elle est habillée de noir et de rouge, et puis entourée, auréolée de lumière. C'est toutes les nuits de Paris qu'elle a vécues, mais c'est aussi comme si cette lumière, elle l'a assimilée. C'est la lumière qui est à l'intérieur d'elle. C'est comme ça que je la vois de toute façon. Voilà. Mais Picasso admire ces survivantes. Et il y avait des survivantes qui existaient toujours à cette époque-là. Voilà Madame la Goulou, qui avait été grande vedette du Moulin Rouge et qui avait été représentée plusieurs fois par Toulouse-Lautrec pendant ces années de gloire, dans les années 80, 90. Maintenant, elle continue. C'est une de ces femmes inoxydables. Mais maintenant, bon, elle n'est plus au Moulin Rouge. C'est admirable. Elle est dans une foire populaire. À la foire de Neuilly, voici une carte postale avec un tampon de la Poste de 1908 à Neuilly. C'est peut-être la foire de Neuilly. Donc, elle me fait penser à cette dame-là. Picasso, quant à lui, continue de fréquenter le Moulin Rouge. Voilà, encore technique semblable. On est proche de cette personne qui est dans une loge et on voit les danseuses dans le fond. Encore l'éclairage artificiel, le dynamisme plastique, un point de vue rapproché.
encore une fois, le travail de Picasso est facilité par son réseau espagnol. Et on a vu que c'est le réseau espagnol qui lui a permis de trouver un atelier, de trouver un courtier, de trouver des marchands. Et là, il se trouve que Picasso connaît Josep Oller. Et Josep Oller, c'est un impresario très important d'origine catalane. C'est le cofondateur du Moulin Rouge, patron du Moulin Rouge, avec Joseph Ziegler. Il est le créateur du Jardin de Paris, qui est un des cabarets et des jardins les plus chics de Paris. C'était cher, c'était 10 francs l'entrée. Il était le créateur, le fondateur de l'Olympia, premier musical de Paris, et propriétaire du nouveau cirque où les deux vedettes étaient Chocolat et Foutite. Donc Picasso le connaissait et son ami Sabarthez dit parfois, dans ses mémoires, parfois on va au Moulin Rouge comme Picasso a des entrées. Et c'est à partir de Oller qu'il a des entrées. Picasso peint aussi, je crois que ça encore c'est à l'intérieur du Moulin Rouge, encore du voyeurisme masculin. Cela s'appelle les plastrons. Mais on pense qu'il se peut que cela soit une scène de striptease, étant donné le positionnement du bras gauche de la femme. Voilà. Le striptease renaît à Paris, un peu à cause de la mode de Salomé, dessinée par Picasso, racontée par Oscar Wilde, etc. La danse des 7 voiles. Bon, à cause de ces différentes peintures présentées dans l'exposition de 1901, Picasso a une réputation comme peintre de la vie moderne et peintre de la vie nocturne parisienne et des jolies femmes. Et donc, il fait aussi une affiche pour Oller, pour le Jardin de Paris, belle affiche. Mais il est employé en quelque sorte par la revue Froufrou. Il fait des dessins pour Froufrou en 1901. Et il les signe, c'est significatif. En 1901, il commence à signer de son nom italien, Picasso. Il ne met que Picasso. C'est un nom, cela résonne mieux que Ruiz finalement. Picasso. Et c'est une façon aussi de s'éloigner de l'enseignement et de l'influence de son père. Mais quand il fait des dessins pour les revues, comment il les signe? Il les signe du nom de son père. Donc il crée une distance, il fait une différence entre son travail artistique et son travail commercial. C'est un travail alimentaire. Voici encore une page du Froufrou avec des artistes musicaux, Polaire, Gris d'égout, Marie Derval et Jeanne d'Avril. Et il continue de faire cela en 1902. Voici un dessin dans le Gil Blas de 1902. Après, il s'arrêtera. Et plus tard, on lui proposera 800 francs pour faire un numéro de L'Assiette au beurre, qui était le Canard enchaîné de l'époque, mais avec beaucoup d'illustrations. Et il refusera. Donc, il rompt avec ce travail alimentaire pour se consacrer entièrement à son travail d'artiste. Bon, en juillet 1908, il commence à entrer dans la période bleue. Donc c'est un énorme changement dans son œuvre. Difficile à expliquer parce que tout marchait bien pour lui. Mais ça, c'est Picasso. Il ne se laisse absolument influencer par des questions commerciales, disons. Il fait ce qu'il a à faire. On dit que la mort de Casagemas a suscité l'époque bleue. Et c'est vrai, mais c'est un peu réducteur. Le fait est que la mort de Casagemas touche Picasso, mais c'est une bombe à retardement, je dirais. C'est que à partir de juillet que cela commence à paraître dans son œuvre. Et quand il commence à peindre la mort de Casagemas, il le fait dans un style qui rappelle Van Gogh. Ce n'est pas vraiment la période bleue encore. Pourquoi Van Gogh? Parce que, en fait, il associe Casagemas
peintre qui s'est suicidé, avec Van Gogh, le suicidé de la société, comme disait Artaud. Donc c'est présenté Casagemas un peu comme victime, avec une bougie ecclésiastique, on dirait, à côté de lui. Mais Picasso, il est autant influencé par des modèles artistiques pour entrer dans la période bleue. Il y a le Greco, qui était très important pour l'avant-garde catalane. Il y a aussi Steinlen, grand artiste montmartrois. Et on voit jusqu'à quel point Picasso, dans ce pastel de la période bleue, a été influencé par Steinlen, qui l'a, encore une fois, inversé, si vous voulez. Et à partir de là, il va réaliser toute une série de personnes pauvres, solitaires, et cet aveugle qui mange du pain et de l'eau, ce couple appauvri, jeune couple appauvri, cette ouvrière épuisée, cette miséreuse accroupie, ils ont de commun qu'il n'y a pas de place pour eux dans la ville nouvelle, dans la ville lumière, remodelée, efficace, industrielle, que ce soit à Barcelone ou à Paris. Ces personnes, ce sont les exclus, les marginaux, les dépossédés de la restructuration urbaine. Ils vivotent dans les coins les plus sombres de la cité. Ils sont expulsés vers la zone, vers les marges. Et il me semble aussi que ces immigrés juifs, aux pieds nus, qui viennent à Paris ou à Barcelone pour échapper aux pogroms dans les pays de l'Est, ces schizophrènes et ces mendiants, aux pieds nus encore, ces femmes emprisonnées à Saint-Lazare, aux pieds nus, ils ont de commun une certaine noblesse qui leur confère la pauvreté, selon Picasso. Lui-même, il a du mal à vivre après cette exposition. C'est pour cela qu'il fait des dessins pour les revues. C'est pour cela qu'il peint sur ses anciennes toiles, parce qu'il ne peut pas s'acheter des toiles. Et pour lui, je pense que le fait de ne pas avoir peut élever l'être. C'est avoir ou être. Et il a toujours dit que l'idéal pour lui, c'était d'être riche, mais de vivre comme un pauvre. Et c'est à cela qu'il est arrivé finalement. Donc il y a ici, pour moi, ces exclus, il y a un côté Baudelaire, il y a les yeux des pauvres dans les poèmes en prose de Baudelaire, et il y a cette idée que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Des gens qui ne sont pas chez eux dans la grande ville moderne. Bon, Picasso a aussi peint cette femme enfermée à Saint-Lazare. Vous savez que Saint-Lazare, sur le boulevard, sur le faubourg Saint-Denis, était une prison de femmes, un lieu médiéval. Ces personnes ont aussi quelque chose de médiéval avec leurs pieds nus. Et y étaient enfermées des femmes de mauvaise vie à l'époque de Picasso. Et Picasso a pu y aller les peindre. Et celles qui avaient une maladie sexuellement transmise étaient obligées de porter un bonnet blanc. Et ce tableau qui est dans l'exposition, on voit, il lui a donné ce teint jaune qui montre qu'elle est malade. Et moi, je trouve que dans cet autoportrait, où Picasso se présente comme un mondain dans Paris, avec derrière lui des femmes aux seins nus, très maquillées, je trouve qu'il se donne mauvaise mine aussi, hagard, mauvaise couleur. Et cela, je pense que c'est parce que Picasso, à cette époque-là, se fait soigner pour une maladie sexuellement transmise. Et donc, ça aussi, c'est une des raisons qui sous-tendent l'époque bleue. Donc, Picasso fera un troisième séjour à Paris
pendant l'hiver 1902-1903. Ce sera une période très dure pour lui. Il dessine, il est dans la pauvreté, il partage une chambre dans un hôtel qu'il déteste, rue de Seine. Mais il est adopté, la personne qui le sauve en fait, c'est Max Jacob, qu'il avait connu à l'époque de cette exposition chez Vollard. Et Max Jacob invite Picasso à loger chez lui, à partager son studio, il a un grand studio, boulevard Voltaire. Donc Picasso habite boulevard Voltaire avec Max Jacob. Et pour passer le temps, Max Jacob, qui est employé dans un grand magasin à ce moment-là, le poète Max Jacob, lit des poèmes pour Picasso, pour améliorer le français de Picasso aussi. Et il lui lit des poèmes de Verlaine et de Vigny, notamment. Et Max Jacob, dans ses mémoires, dit qu'ensemble, les poèmes de Vigny les faisaient fondre en larmes tous les deux. Bon, tous les deux étaient pauvres, mais c'est ce que dit Max Jacob. Et je pense qu'il n'exagère guère. Sur ce dessin, cela a sûrement marqué Picasso parce que sur ce dessin, il a inscrit une notation, Alfred de Vigny, œuvre complète, poésie complète plutôt, poèmes antiques et modernes, les destinées, poèmes philosophiques, œuvres posthumes. Calmant Lévy, édition A, et puis ce n'est plus lisible ou il n'a pas fini, c'est à Paris, 1882. Donc il a noté des détails bibliographiques de l'œuvre d'Alfred de Vigny, les poèmes d'Alfred de Vigny. Et ce dessin précédent, je connaissais, mais ce dessin-là, je ne connaissais pas, mais je l'ai découvert dans l'exposition. C'est dans la collection du musée Picasso de Barcelone. Et on voit là aussi, il y a une notation. C'est un dessin préparatoire pour un chef-d'œuvre de l'époque bleue qui est dans cette exposition. C'est La vie. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans la marche? C'est ce texte. Aimer le bien pour sa beauté, la beauté pour son excellence, sans crainte de rien, sans espoir de rien. Et c'est encore une citation d'Alfred de Vigny. Il n'écrit pas Alfred de Vigny, mais moi je le sais. Ça vient d'une œuvre publiée de façon posthume, qui est donc dans ce volume noté par Picasso. Et c'est une phrase qui est souvent citée par les critiques parce que c'est une phrase qui cristallise la philosophie de Vigny face au mal de siècle dont il souffrait dans les années 30. Une maladie basée sur la déception qui suit le romantisme, en fait. Et c'est une maladie de romantisme. Suite à la révolution de 1830, qui n'a pas été une grande réussite, et suite au fait que finalement, le ciel reste muet face aux aspirations métaphysiques de l'homme. Et donc, cette phrase que recopie soigneusement Picasso exprime une sorte d'éthique, une sorte d'éthique, je dirais une sorte de stoïcisme lucide, une certaine fatalité basée sur la dignité humaine et sur une éthique de la beauté. Et Picasso lui-même, surtout à cette époque-là, qui était un Espagnol fataliste, superstitieux, cela résume assez bien l'attitude qui sous-tend l'époque bleue. Bon, Vigny revient à d'autres moments. Il y aurait toute une étude à faire sur Vigny et Picasso, mais pour moi, donc, je dirais que Vigny, c'est une des clés de l'époque bleue et une des clés de ce tableau magnifique qui s'intitule La vie. Donc, Scarlett me dit qu'il faut que je m'arrête bientôt. Et donc, je vais passer à travers l'époque rose. L'époque rose, c'est une période, moi je dirais, d'intégration pour Picasso. Il fréquente le cabaret de Frédé, il retrouve Frédé, qui est maintenant au Lapin Agile. Et dans le fond, au Lapin Agile, je ne sais pas si vous le voyez, on voit
un tableau de Picasso qu'il a offert à Frédé et qui est resté là jusqu'en 1912 quand le tableau, finalement, Frédé l'a cédé à un marchand d'art allemand. Voilà, Oh la Pagile, voici encore Frédé avec sa guitare. Et c'est Picasso maintenant en harlequin, encore, toujours avec Germaine. Mais on voit que c'est un tableau triste et angoissé. Je pense que Picasso est quand même hanté toujours par la mort de Casagemas. Et bon, ils ne se sont pas bien là. Bon, il est au bateau Lavoir. Il est revenu à Paris. Il est au bateau Lavoir. Et au bateau Lavoir, il a une amie française et il vit pour la première fois vraiment en couple, Fernande Olivier. En outre, il rencontre Apollinaire. C'est un portrait d'Apollinaire en pape. Apollinaire né à Rome. Et Apollinaire devient le meilleur ami de Picasso. Picasso dira plus tard à Zervos, on s'est tutoyé dès le départ. Et donc, à partir de là, il y a toute une série de gens que Picasso rencontre, des poètes, il connaît déjà Marc Jacob, Picasso, André Salmon arrive, Reynal arrive, Nicolas et Georges Deniker, un poète et un peintre, des poètes inconnus de nos jours, Maurice Kremnitz, d'origine hongroise. Mais tous ces poètes francophones viennent tous les jours au bateau Lavoir et ils passent le temps avec Picasso. Picasso travaille la nuit, donc il passe les après-midi, parfois le soir avec Picasso. Et Picasso se trouve donc avec une amie française, il parle mieux français, et il échappe à son réseau catalan et espagnol, et ils se sont, pour la première fois, vraiment intégrés dans la vie culturelle française. Il fréquente la closerie des Lilas avec Apollinaire les mardis, et là, il rencontre le poète Paul Fort, que vous connaissez par la chanson de Brassens sur Le Petit Cheval. Ça, c'est un poème de Paul Fort. Alors, Picasso le rencontre en 1905 et Paul Fort aussi fréquente le bateau Lavoir. Charles Dulin, l'acteur, fréquente le bateau Lavoir. Il y a des musiciens, des chanteurs. Et donc, l'atelier de Picasso devient une sorte de centre culturel, les après-midi et en début de soirée. Ils vont à l'Élysée-Montmartre pour voir des matchs de catch et de boxe. Là, c'est Braque, en boxeur. Là, c'est Apollinaire en haltérophile. Et là, c'est un calligramme d'Apollinaire. Terrible boxeur boxant avec ses souvenirs et ses 1000 désirs. Donc, présent, passé et futur, dans ce seul petit poème. Et donc, apparemment, selon Fernande, comme Picasso, Apollinaire et Braque sortaient ensemble dans Montmartre, on les prenait pour des boxeurs. Ils étaient costauds, tous les trois. Ils allaient au jardin des plantes. Picasso aimait beaucoup les animaux. Et il disait qu'il a dit à Malraux, beaucoup plus tard, je suis retourné tout seul au jardin des plantes aussi, pour étudier l'ossature des singes. Donc il a dû aller dans des salles où on pouvait voir des squelettes de singes. Et on voit cela un peu dans ce dessin. Et on voit aussi un musicien qui joue, comme dans son atelier, avec un singe qui écoute aussi attentivement que les êtres humains. Donc il y a un part de darwinisme dans ce dessin, les rapports entre le singe et les êtres humains. Mais Picasso aimait les animaux parce que les animaux, bon, ils sont nus, ils n'ont rien, ils sont purement dans l'être. Et donc lui, il a toujours eu cette empathie avec les animaux. Et bon, surtout, ils allaient au cirque Medrano. Et là encore, Picasso avait ses entrées parce que le propriétaire du cirque Medrano, c'était Geronimo Medrano, un Espagnol encore. Et donc Picasso entrait gratuitement. Il allait à la buvette et il passait son temps avec les clowns, notamment Antonio Lozano, clown espagnol au cirque Medrano. Picasso savait dessiner de façon réaliste la vie des saltimbanques. Il savait montrer combien leur vie était dure.
On voit, ils sont jeunes, ces acrobates. Ils ont l'air maigres, épuisés. Mais il avait tendance à poétiser la vie des saltimbanques. Et c'est cela, je dirais, l'aurore aux doigts de rose qui se lève sur son œuvre. Voici un dessin qu'il a fait pour Fernande, la famille d'Arlequin. Il introduit la commedia dell'arte dans le monde des saltimbanques et poétise ainsi la commedia dell'arte, le monde des saltimbanques. Voici encore le singe, encore une peinture qui est dans l'exposition, magnifique. On voit la complicité entre le singe et les êtres humains. On voit que le singe se tient comme le bébé. Ils ont beaucoup de choses de semblables. Et donc, il y a un rapport génétique presque entre le singe et le bébé. Et ça, c'est du darwinisme. Donc, il y a de la science dans ce tableau, mais il y a aussi la religion. Là, c'est un tableau de Raphaël qui se trouve au Prado et que Picasso connaissait. Bon, il n'y a pas de singe, il y a l'agneau. Picasso était un Espagnol qui n'était pas religieux dans ce sens conventionnel, mais nécessairement par son éducation et sa culture d'origine, il avait un fond religieux. Et je vais terminer donc avec ce tableau, si Scarlett me laisse 5 minutes, ou c'est pas possible. Bon. C'est un tableau qui est bon, je suis prof, j'ai l'habitude de parler 2 heures. Donc, mais je vais terminer avec ce tableau qui est dans l'exposition. On a de la chance de l'avoir, de le voir ce tableau parce qu'il est dans une collection privée. C'est un des trésors de l'exposition. La première œuvre achetée par Gertrude et Leo Stein, les Américains, le premier tableau qu'ils ont acheté, c'est celui-là. Famille de saltimbanques avec un singe. Le deuxième tableau qu'ils ont acheté, c'est celui-là. Et c'est par ce tableau qu'ils ont connu Picasso. Ils ont acheté ça chez Clovis Sago. Et après, ils ont eu des doutes. Une fois qu'ils avaient ramené ça chez eux, rue de Fleurus, ils ont eu des doutes. Et donc, ils sont allés chez Picasso au bateau à la voie pour le rencontrer, ils allaient peut-être l'échanger. Mais une fois qu'ils avaient rencontré Picasso, ils ont décidé de le garder. Et ils avaient bien raison. Bon, cela s'appelle fillette, mais ce n'est pas une fillette, c'est une jeune femme. On sait en fait que c'était une véritable marchande de fleurs de Montmartre et qui s'appelait Linda la bouquetière. Mais Linda, cette très jeune femme, était aussi prostituée. Et Picasso l'a peint donc avec un bouquet de fleurs, qui peut-être, bon, on dit toujours que c'est du sang en rapport avec la virginité perdue, des choses comme cela. Pour moi, il y a aussi une part d'innocence dans le fait qu'elle est marchande de fleurs. C'était quelqu'un comme cela, on voit jusqu'à quel point, voilà une photo de l'époque, on voit jusqu'à quel point une femme comme cela est vulnérable, en fait, dans le Grand Paris, où il y a, à cette époque, surtout après l'exposition universelle, où 93 millions de visiteurs. Et donc, la prostitution a été multipliée par cette grande exposition de 1900. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que le visage est peint de façon beaucoup plus détaillée que le corps. Le corps est schématisé, est vu de côté. Le visage, vu de 3/4, est beaucoup plus détaillé. C'est un visage maquillé. Le rouge à lèvres, elle a un peu de couleur sur les joues, mais elle a l'air pâle et son regard est assez dur. Pour son âge, elle a trop vécu déjà. Elle nous regarde de façon interrogateur et je trouve qu'elle n'a pas le regard d'une jeune femme de son âge. La façon dont Picasso a peint le corps nous rappelle que l'autre lieu qu'il fréquentait assidûment, c'était le Louvre.
Et quand il allait au Louvre, il préférait les salles égyptiennes et assyriennes. Et ce qu'il a vu au Louvre, il l'a transféré ici. Mais quand Picasso emprunte quelque chose, c'est toujours du Picasso. Ce n'est jamais un plagiat. Il y a un dessin préparatoire pour ce tableau. C'est dans un des carnets du musée Picasso. Une femme avec un vase de fleurs, une jeune femme, et qui porte une longue robe. Certains disent, bon, je l'ai vu écrit quelque part, que ce serait une première communiante. Parce qu'il y a des photos de cette époque de jeunes femmes habillées comme cela qui sont premières communiantes. Alors, est-ce que c'est une première communiante? Picasso a peint sa propre sœur, Lola, en 1896. Lola, quand elle avait 12 ans, en première communiante. Donc, pour moi, cette longue robe confirme peut-être, ou je veux bien croire, que le projet de la fillette aux fleurs, c'était un dessin de première communiante. Mais elle est devenue prostituée. Et donc, il y avait, comme dans la famille de Saltimbanque avec le singe, à la fois le sacré et le profane. Et c'est cela qui caractérise souvent la période rose de Picasso et qui sera pour moi un leitmotiv dans sa carrière. Bon, j'arrive à ma conclusion, je vais devoir m'arrêter donc. En conclusion, ce sera rapide, Scarlett, on peut confirmer l'engagement émotionnel, il fait fi de la pression commerciale. Bien plus tard, il a dit « Tout allait bien pour moi jusqu'à ce que je commence à peindre en bleu ». Et il a peint en bleu pendant 3 années, dans la dèche totale. Francis Ponge, le poète qui connaissait Picasso, il a dit « Bleu, c'est la couleur de la veine, dans ses bras maigres de ses personnages, et de la déveine ». Et Picasso a vécu 3 années dans la déveine, mais il a persisté. Donc il y a cette authenticité émotionnelle et esthétique. Il y a l'innovation esthétique qu'on a vue. Et la beauté toujours étonnante qui caractérise les œuvres de cette période et de ces œuvres parisiennes. Picasso indifférent à l'exposition universelle, quasiment absente de son œuvre. Quand il peint Paris, il ne s'adresse pas trop aux monuments, aux scènes de rue. Ce qui l'intéresse, c'est de découvrir et d'entrer en dialogue avec l'œuvre d'artistes des générations précédentes et qui ont travaillé comme lui dans Paris et souvent à Montmartre. Degas est toujours en vie à cette époque-là. Il pouvait voir Degas dans la rue. Renoir aussi toujours en vie. Et donc toute son œuvre, et ce sera vrai pour le restant de ses jours, sera un dialogue avec Matisse et aussi avec Velasquez et beaucoup d'autres prédécesseurs, Manet, plein d'autres. Et puis ce sont les gens qu'il voit et qu'il rencontre dans Paris, qui l'intéressent et qui choisit de représenter. Son sujet préféré, c'est l'être humain et le visage humain, l'allure des Parisiens, et surtout ceux qui, d'une façon ou d'une autre, comme cette pauvre prostituée, qui sont des marginaux, des gens qui vivent difficilement, qui sont en marge de la ville. Après la Seconde Guerre, il sera communiste, par fraternité en fait. On voit aussi, on a vu, des changements de style radicaux entre ces toiles remplies de lumière, ou ces tableaux remplis de lumière de l'exposition Vollard, avant ça, dernier moment, puis la période bleue et puis la période rose. Et toute sa vie, il aura cette liberté d'expression. Il est capable de se réinventer tous les jours. Et moi, je pense que c'est ça la leçon de ce qu'on a vu. Il est assez facile de se révolter contre
une autorité extérieure, comme l'autorité paternelle, par exemple. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de désobéir à soi-même. Et Picasso, il a su faire cela. Et toute sa vie, il a été prêt à faire du nouveau et à désobéir à ce qu'il avait déjà fait.